Avant de commencer, je vais d'abord donner quelques conseils à l'endroit des élèves. En fait, votre programme ou votre sujet est divisé en trois grandes parties. Nous avons la première partie qui touche sur l'environnement, sur les systèmes informatiques. Donc là-bas, il y a tout ce qu'on parle de réseau, maintenance, les tableurs, ainsi de suite. Deuxième partie, c'est quoi? Système d'information et base de données. Une fois là-bas, on va parler des méthodes d'analyse et de conception, des acteurs des systèmes d'information, ainsi de suite. Et les bases de données, on va parler des requêtes SQL. Et dans la dernière partie, nous allons parler des algorithmes et de la programmation. Et c'est la programmation C essentiellement. Ok. Sans toutefois tarder, nous allons commencer aujourd'hui avec la correction de notre épreuve type terminal. Propose ceci. En premier point, nous allons voir les systèmes informatiques. Donc, il y aura un exercice de système informatique. Et je rappelle aussi que l'épreuve qu'on a en train de couvrir, c'est l'épreuve dont j'ai posté sur Facebook. Bon, j'ai posté sur Facebook et pour ceux qui ont mon contact, j'ai aussi mis cela sur WhatsApp. Ok. Donc, par la suite, nous allons voir la solution de l'exercice 1. Nous allons continuer par quoi? La deuxième partie, système d'information et base de données. Présenter d'abord l'exercice, corriger. Enfin, nous allons parler de l'algorithme et de la programmation. Nous allons présenter l'exercice d'une part et corriger les deux exercices d'autre part. Donc, voilà un peu le plan de notre cours. Maintenant, pour commencer, nous allons voir la première partie, qui est quoi? Système informatique. Ok. Dans cette partie, nous allons présenter. Donc, voici le sujet qui doit attirer notre attention. Voilà la première partie, partie 1, système informatique. Donc, voilà un peu constituer l'épreuve. Donc, il nous a demandé à la première question d'observer attentivement ces équipements et nommer ces matériels. Donc, voilà directement la solution à cet exercice. Bon, nous allons nommer, donc, nous allons prendre chaque équipement et nommer. Prenons par exemple le premier matériel. Ça, c'est un équipement d'interconnexion dans un réseau. C'est le hub qui permet de coordonner le transfert de données dans un réseau en étoile. Le deuxième élément, c'est quoi? C'est le régulateur de tension qui a pour rôle de protéger l'ordinateur contre l'instabilité du courant électrique. Maintenant, par la suite, nous avons quoi? Nous avons le bloc d'alimentation, ce qui permet de fournir du courant à l'ensemble des composantes de l'ordinateur. Et quand on parle des composants de l'ordinateur, on voit essentiellement l'unité centrale. Tous les autres sont des périphériques. Ok. Par la suite, nous allons voir la carte mère. En fait, à quoi c'est la carte mère? La carte mère, c'est le support d'interconnexion à toutes les autres composantes internes de l'ordinateur. Ok. Maintenant, à la prochaine question, il nous est demandé de donner quoi? Bon, l'élément carte était la carte, mais ils nous ont dit donner les composants, deux composants que l'on retrouve à l'intérieur de la carte mère ou de l'élément D. Oui, on va dire ici. Premier élément, c'est quoi? Le processeur. Deuxième élément, c'est la RAM. Bon, il y a aussi les cartes d'extension. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle les ports internes. Donc, tout ça se trouve à l'intérieur de la carte mère. Ok. Maintenant, en petit 2, on demande de définir. Première définition, nous avons un serveur. En fait, un serveur, c'est quoi? C'est une machine de grande capacité d'abord qui dispose des ressources et donc qu'il met à la disposition de d'autres machines. Et ces machines sont appelées clients. Ok, par la suite, on va voir qu'est-ce qu'un client. Un client, en fait, c'est un ordinateur ou une machine qui initie les requêtes en attente des réponses provenant des serveurs. Donc, ça veut dire que lui, il a besoin de l'information, il demande au serveur et le serveur lui donne. Ok, continuons avec la suite de la solution. Au petit C, je pense, non, au petit B, on demande l'architecture utilisée dans ce réseau. En lisant bien l'énoncé, on voit qu'il y a un serveur et des machines.
Donc, c'est que l'architecture mise en exergue, c'est l'architecture client-serveur. Et son avantage majeur est la centralisation des ressources. Cela voudrait dire quoi? Lorsque j'ai besoin directement d'une information, et c'est là où chercher. C'est ça qu'on parle de centralisation des ressources. Donc, les ressources sont centralisées chez le serveur. Ok. Maintenant, par la suite, nous avons les types d'adressage utilisés. Bon, le type d'adressage utilisé ici est l'adressage statique. Parce qu'on a dit ceci que le processeur attribue. Donc, c'est que le processeur attribue de façon manuelle. Ça ne se fait pas de façon automatique. C'est vrai que le type d'adressage est l'adressage statique. Ok. Par la suite, on demande quelle est la classe de cette adresse. Nous voyons que cette adresse est de classe C. Pourquoi? Parce qu'on avait dit ceci. Lorsque le premier octet, donc puisqu'une adresse IP est constituée de 4 octets, lorsque le premier octet est compris entre quoi? Entre 0 et 126. On parle de classe A, 128 et 191, classe B, 192 et 223, on parle de classe C. Donc c'est de classe C. Ok. Maintenant, par la suite, on demande de convertir l'adresse IP en binaire. Bon, pour convertir, le principe est très simple. Il sait que 192 égale à combien? Il sait un peu d'écrire sa forme de somme des puissances de 2. Donc, ça veut dire quoi? 192 égale à 128 plus 64. Qui égale encore à combien? 1 fois 2 puissance 7 plus 1 fois 2 puissance 6 plus 0 fois 2 puissance 5 plus 0 fois 2 puissance 4 plus 6. Ok, maintenant par la suite, nous avons 75 qui est égal à combien? 64 plus 8 plus 2 plus 1 qui est égal à 0 fois 2 puissance 7 plus 1 fois 2 puissance 6 plus 0 fois 2 puissance 5 plus 0 fois 2 puissance 4 plus 1 fois 2 puissance 3 plus 0 fois 2 puissance 1, bon 2 puissance 2, plus 1 fois 2 puissance 1 et plus 1 fois 2 puissance 0. Alors, voilà un peu ça. De même, pour 254, ça donne exactement la même chose. Pour 10, ça donne la même chose. Avec ça, nous aurons la conversion qui donne ceci. Qui donne 1160. Bon, en fait, on a mis ça comme ceci. Pourquoi? Parce que les adresses IP, les blocs là sont des octets. Et un octet, c'est quoi? C'est une suite de 8 bits. Donc, c'est un peu ça le principe. Ok. Maintenant, par la suite, on dit quelle est la version de cette adresse. Bon, nous on parle de l'adresse IPv4. En fait, parce que cette adresse est constituée de 4 octets. Quand une adresse est constituée de 4 octets, on parle d'adresse IPv4. Ok, maintenant continuons. On dit proposer les adresses IP possibles pour des cartes clients. Première adresse, on peut avoir quoi? 192.75.254.11 192.75.254.12 192.75.254.13 et ici. Bon, en fait, la particularité de toutes les adresses qu'on a mis, c'est quoi? Vous vous rendez compte que les 3 premiers octets sont statiques, donc ça ne change pas. C'est un peu ça, parce que si on change de réseau. Donc c'est la partie haute qu'on va modifier. Ok, maintenant par la suite, nous parlons de quoi? La partie de système d'information et base de données. Ok, maintenant, nous allons présenter d'abord l'exercice. Bon, évidemment, l'exercice est constitué de quoi? Bon, la partie est constituée de 2 exercices. Un exercice de système d'information et un exercice de base de données. Ok, bon, commençons alors. Ok, commençons. Bon, maintenant, prenons l'exercice 1. On dit la première question était de définir les concepts. Par exemple, comme association. En fait, l'association, c'est un lien sémantique entre plusieurs entités. Quand on dit sémantique, ça veut dire que ça a un sens. Par exemple, on peut avoir élève et classe. Un élève, l'association peut être quoi? Élève est fréquenté. Un élève fréquente telle classe. Donc, c'est un peu ça. On parle de lien sémantique.
Ok, maintenant nous sommes au niveau des cardinalités. En fait, une cardinalité, c'est quoi? C'est un couple qui représente le nombre de fois minimal et maximal. Bon, il y a une redondance. Représente le nombre de fois minimal et maximal. Bon, qu'une entité peut intervenir dans une association. C'est un peu ça. Maintenant, par la suite, prochaine définition, c'est quoi? Entité. Évidemment, l'entité n'est rien d'autre que la représentation d'un élément matériel ou immatériel ayant un rôle dans le système étudié. Donc, ça ce sont encore les éléments pertinents du système. Ok, maintenant la dernière définition, c'est quoi? Identifiant. En fait, l'identifiant, c'est quoi? C'est une propriété ou groupe de propriétés permettant d'identifier une seule entité. Donc, avec cette propriété, deux entités ne peuvent pas avoir la même valeur. Ok, maintenant, continuons alors avec la deuxième question. On dit relevons dans le MCD. Une association. Ici, on voit par exemple vente et appartenir. En regardant bien, généralement, pour les associations sont dans les ellipses qui sont divisées en deux compartiments. Ce sont les noms qu'on prend au compartiment d'en haut. Ok. Maintenant, nous avons les cardinalités qui sont des couples. Maintenant, par la suite, nous avons quoi? Les entités. Nous avons par exemple produit, client ou catalogue. Enfin, nous avons quoi? Les identifiants. Bon, nous pouvons avoir quoi? Code, ID, client, ID, catalogue. Ok. Maintenant, nous passons à la suite de cet exercice et nous allons présenter, voici le schéma qu'on a donné. On voulait concevoir le MLD. En fait, voilà ce que ça va donner. On dit ressortir le MLD du système étudié. Bon, regardons bien. On s'en rend compte que produit est lié à deux associations. Et dans la première association, c'est quoi? Maître. Donc là, il n'y a rien qui va se produire. Normalement, on va étaler ça sans problème. Mais dans la deuxième, c'est quoi? Maître esclave et c'est produit qui est esclave. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la clé de catalogue va migrer vers produit. C'est là qu'on a code, nom, prix. Et on met dièse devant pour dire quoi? Prix et ID catalogue. On met dièse devant pour dire que c'est une clé secondaire ou c'est une clé étrangère. Donc c'est une clé déjà quelque part. Ok. Maintenant, deuxième catalogue, ID catalogue, nom catalogue. Vente, code, ID client, date vente. Et client, ID client, nom client et téléphone. Donc voilà un peu constitué le modèle logique de données lié à ce modèle conceptuel. Ok. Maintenant, s'il y a des préoccupations, vous pouvez rentrer dans les anciennes vidéos, les vidéos de conception du MCD ou du MLD. J'ai encore bien détaillé ça là-bas. Ok. Maintenant, nous passons à l'exercice 2. Donc, solution de l'exercice 2. Ok. Là-bas, il était question de décrire quelques requêtes. On dit écrivez la requête ou les requêtes SQL permettant d'effectuer les tâches suivantes. La première requête, on va créer la table élève. Ok. Voici la syntaxe. On dit quoi? Créer table élève, matricule char7. Pour dire quoi? Matricule, c'est une chaîne de caractères dont la taille ne peut pas varier. Alors que le nom, c'est un varchar, c'est-à-dire que c'est une chaîne de caractères dont la taille peut varier en fonction des personnes. Nous avons le prénom, qui est aussi un varchar 15. Classe, qui est un varchar 10. Sexe, qui est un char 1. Donc en fait, le sexe, c'est un char 1. Puis on ne peut avoir que F et M. F, c'est féminin et M, c'est masculin. Ok. Maintenant, avançons alors. Nous allons voir comment ajouter le prénom GV à l'élève de matricule 10Z356. Voilà la requête. On commence par quoi? Update, puisqu'il faut mettre à jour la table élève. Update élève, c'est quoi? Prénom égale à GV. Donc on met la nouvelle valeur. Et on dit quoi? Where. Donc where matricule égale à
10Z356. Donc, voilà la requête d'ajout d'un enregistrement, de modification, de mise à jour d'un enregistrement. Ok, on veut une requête qui doit afficher le nom et le prénom des filles de la classe 2. Ça veut dire qu'ici il y a deux conditions. Il faudrait que tu sois d'abord fille et en plus tu fasses la classe de F4S. Ok, c'est très simple. On va dire quoi? Select nom, virgule, prénom. Maintenant, on va dire quoi? From élève, donc de la table élève, where 6 égale à 5 et classe égale à F4. Ok. Maintenant, continuons avec la solution de l'exercice 2. Maintenant, nous avons petit 1. Écrire les requêtes SQL qui permettent d'effectuer les tâches suivantes. Ok. Le petit 2 maintenant. On dit écrivons la requête qui supprime tous les élèves de la classe de F5. Donc ici, on a dit quoi? Delete class. Delete from class. Donc delete étoile, on enlève tout. Delete from class. Where class égale à F5 c'est S. Ok. Maintenant, démontrer que donnons le résultat de la requête SQL suivante, autant pour moi. Donc, on a donné une requête select étoile, donc on va y sélectionner tout. From élève, where, JavaScript, .js. Vous m'excusez. Ok, donc voilà le résultat. En fait, voilà le résultat. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est quoi? On voulait sélectionner tous les élèves de la table élève dont le sexe est féminin. Et dans notre table, puisqu'on a seulement trois enregistrements, et parmi les trois, un enregistrement vérifie les critères. Donc voilà ce que le résultat. Ok, nous entrons dans la dernière partie, algorithme et programmation. Ok, et il est question ici pour nous de faire l'exercice suivant. Ouais, partie 3, algorithme et programmation. Les algorithmes, donc on donne un tableau. On veut écrire un algorithme qui récupère puis stocke les données à l'intérieur et affiche même à l'écran. Ok. Ne perdons pas de temps, commençons directement. Solution de l'exercice 1. Ok. On dit écrivons un algorithme permettant de saisir des valeurs stockées dans un tableau puis affiché à l'écran. Ok. Regardons bien. On dit quoi? Algorithme affiche note. Maintenant, va N2 tableau crochet 10 de réel. Bon, en fait, j'ai pris 10 parce que le tableau de l'énoncé a en tout 10. Le est en tout pour taille 10, donc en tout 10 cases. Ok. Maintenant, par la suite, nous allons voir, on déclare un entier qui est un compteur, puisqu'on va utiliser la boucle pour. Maintenant, après, on dit quoi? Début. On dit début. On fait comment? Écrire entre les vos différents notes. Par la suite, on fait comment? On dit pour i allant de quoi? De 1 à 10 faire. Ok. Pour i allant de i à 10 faire. On fait comment? On récupère la valeur et on charge dans le tableau n. Ok. Maintenant, continuons. On fait comment? On met fin pour. Maintenant, par la suite, on dit écrire vos différentes notes sont. Ok. Directement, on dit quoi? Pour i allant de 1 à 10, faire. Ok. Faire. Ce qu'on fait, c'est quoi? Écrire NI. On fait. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est quoi? On va afficher. Et on met fin. Donc, ça, c'est la fin de l'algorithme. Ok. Maintenant, par la suite, nous allons voir les toujours. Ok. Maintenant, on dit écrire un algorithme qui recherche et affiche le plus grand nombre de tableaux.
Ok, regardez un peu comment on doit procéder. Donc, on a dit qu'il affiche le plus grand nombre du tableau. On appelle notre algorithme Marcy. Donc, Marcy pour dire le plus grand. Oui, va N2 point tableau, crochet 10 de réel. Va, bon, I 2 points entier. Ok, c'est le même principe. Max, bon, 2 points réel. Maintenant, il est question pour nous de faire quoi? Des vues. On dit quoi? On parcourt. Non. On va commencer d'abord par initialiser. Donc, ça veut dire quoi? On considère le premier élément du tableau comme étant le max. Ce qu'on fait, c'est quoi? Maintenant, par la suite, on va parcourir pour i allant de 2 à 10. Pour i allant de 2 à 10, fait. Bon. Maintenant, si par exemple le n de i, donc l'élément du tableau là, on trouve un élément du tableau qui est supérieur à max. Alors, à max, on avait que n i. Et on fait comment? On met fin ici. Parce que c'est une structure alternative réduite. Et j'ai bien vu ça dans le cours. Ok. Et maintenant, on met fin. Fin pour d'abord. Enfin, on met écrit la plus grande note est. Bon, de la classe 1. Max. Ok. Bon, maintenant, continuons. Nous allons aborder la troisième question de cet exercice. Ok. Dans cette question, on a dit quoi? On veut retrouver une note 13 dans un tableau. Donc, on veut savoir s'il y a ça ou pas. Ce qu'on fait, c'est quoi? On dit pour rechercher en fait la note 13 dans le tableau. Nous allons utiliser ce qu'on appelle l'algorithme de recherche séquentielle. Donc, on va faire des recherches séquentielles. Recherche séquentielle veut dire quoi? Je parcours tout le tableau avant d'afficher mon résultat. Ok. Maintenant, et ici, on a choisi cet algorithme parce que le tableau n'est pas trié. Parce que le tableau est trié, on procède plutôt par l'algorithme de dichotomie. Bon, l'algorithme de recherche dichotomique. C'est un peu ça. Ok. Maintenant, nous avons le principe qui stipule que, en fait, il faut parcourir tout le tableau. Si on retrouve la valeur recherchée, on renvoie le message trouvé. Sinon, on envoie le message non retrouvé. Ok. Maintenant, nous partons dans le dernier exercice. Ok. Dans le dernier exercice qui parle de quoi? En fait, ici, on demande de définir ce qu'est l'IDE. L'IDE, c'est quoi? C'est un logiciel de création d'applications qui rassemble un ensemble de logiciels fréquemment utilisés. Et dans ce logiciel-là, il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle l'éditeur de code ou l'éditeur de texte. Il y a le compilateur et il y a quoi? Il y a le débogueur. Donc les trois là sont intégrés dans un seul, je peux dire quoi? Dans une seule interface graphique. Ok. Maintenant, le rôle de l'IDE, c'est quoi? C'est faciliter la mise en œuvre, par exemple, des projets de développement d'applications. Ok. Maintenant, au petit D, on a demandé la structure générale d'un programme C. En fait, la structure générale d'un programme C est très simple. Nous avons d'abord directive au préprocesseur et il y a ça dans le cours. Par la suite, nous avons déclaration des variables externes, déclaration des fonctions secondaires, in, main, bon, on ouvre les accolades. Voilà un peu la syntaxe présentée. Ok, voilà la syntaxe. Maintenant, nous passons aux deux dernières questions de notre épreuve. Ok. L'avant-dernière question, c'est quoi? On dit donnons le rôle des bibliothèques suivantes. Bon, première bibliothèque, on parle de quoi? stdio.h. En fait, la bibliothèque stdio.h fournit les fonctions d'entrée-sortie. Donc, pour soit afficher un message, soit récupérer une valeur, on utilise la bibliothèque stdio. Ok. Maintenant, nous avons par la suite math.h. Qui permet la manipulation, qui permet de manipuler les fonctions mathématiques. Par exemple, s'il y a une fonction comme la fonction exponentielle, par exemple, c'est une fonction manipulée en mathématiques, donc la bibliothèque math.h. À la dernière question, nous allons voir
on lui donnait le rôle des instructions suivantes, par exemple. Première instruction, c'est quoi? Print F. En fait, Print F permet d'afficher un message à l'écran. Et Scan F permet de récupérer une valeur à l'utilisateur. Ok, merci. Nous sommes ainsi par